réveil à vous à l'écoute de RFI, il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Alexis Guilleux. Bonjour à tous, à la une ce matin, les violences qui se poursuivent à Kibiridi dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux tirs hier soir alors que la localité a déjà été le théâtre d'affrontements mortels en début de semaine. Les heurts entre communautés Hutu et Nandé qui s'étendent désormais à plusieurs territoires de l'est de la RDC. Toujours des questions, mais déjà quelques réponses autour de la libération des otages camerounais en Centrafrique. Ils étaient 14 au total. 2 d'entre eux sont décédés, mais les circonstances de leur libération restent floues. Au sommaire également, nous ferons le point sur la situation à Nampala, dans le centre du Mali. Hier, l'attaque d'une caserne militaire a causé la mort de 17 soldats. Et puis la reprise du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire avec un témoignage à charge contre l'ancienne première dame hier. La situation reste donc extrêmement tendue à Kibiridi dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux tirs ont été entendus hier soir alors que les violences ont fait au moins 11 morts dans la nuit de lundi à mardi. Des heurts entre communautés Hutu et Nandé qui sont fréquents depuis plusieurs mois dans la région. Il y a d'abord eu le Lubero, puis Walikale et maintenant donc le territoire du Rutshuru. Avec l'assassinat d'un membre de la communauté Hutu le week-end dernier, le risque est d'assister à l'extension de ce conflit intercommunautaire. Sonia Rollet. Ça a commencé comme ça à Boulé-Oussa, c'est ce qui se dit dans le territoire de Rutshuru. Depuis l'attaque de Kikuku par le NDC rénové de Guidon, c'était il y a une dizaine de jours. Une attaque contre une localité dans une zone traditionnellement contrôlée par les FDLR. Depuis fin novembre, le NDC rénové a lancé l'offensive contre les rebelles Hutu rwandais, et notamment à la frontière entre le territoire de Walikale et le Lubero, un des fiefs des FDLR. S'en est suivi une vague de violence interethnique entre les communautés Hutu et Nandé, à Boulé-Oussa bien sûr, mais aussi à Meriki et à Rousamambo. On parle d'une centaine de victimes et de milliers de déplacés. Après l'attaque de Kikuku, des dizaines de milliers d'habitants ont pris fuite, suivant une logique communautaire. On parle d'une trentaine de morts. Le déploiement de l'armée a permis un certain retour au calme. Mais voilà qu'à Kibiridi, ça a commencé par l'assassinat d'un membre de la communauté Hutu. En représailles avant-hier, 8 maisons nandais ont été brûlées. Les Nandais par balles, les Hutus par machette. L'armée s'est déployée et la MONUSCO a envoyé un détachement brièvement pour s'enquérir de la situation. À nouveau des coups de feu hier soir et au moins un blessé. Il faut que le gouvernement provincial intervienne et que les FRDC et la MONUSCO patrouillent, disait un responsable local craignant l'embrasement. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et par ailleurs, en RDC, le G7 accuse la commission électorale de faire le jeu du pouvoir en refusant de publier le calendrier électoral. La plateforme dénonce également le début de l'enrôlement des électeurs qui doit commencer fin juillet pour s'étaler sur 16 mois. Le président du G7 voit dans la refonte totale du fichier électoral une volonté de retarder les élections. Et puis toujours en RDC, l'opposant Jean-Claude Mouyambo est finalement retourné à l'hôpital hier. Il s'est réveillé le matin avec des oreilles qui saignaient. Les proches du président du parti d'opposition ont accusé le procureur général de la République de s'être opposé au transfert du bâtonnier dans un établissement hospitalier. Jean-Claude Mouyambo, gravement malade, est détenu à la prison centrale de Makala depuis le 20 janvier. Le flou se dissipe donc progressivement autour de la libération des otages camerounais retenus depuis mars 2015 en Centrafrique. Ils étaient 14 au total. 2 d'entre eux sont décédés des suites de la tuberculose lors de leur libération la semaine dernière. À noter qu'une femme avait également retrouvé sa liberté à ce moment-là. Les 11 derniers otages ont dû attendre une semaine supplémentaire. Mais encore aujourd'hui, les circonstances de cette libération posent encore beaucoup de questions. Karine Franck. D'après une source onusienne à Bangui, le FDPC, le groupe d'Abdoulaye Miskine, a une part de responsabilité dans ces enlèvements, que ce soit pour obtenir la libération d'un ou de 2 responsables du groupe emprisonnés au Cameroun ou pour récupérer l'argent d'une rançon, ce que dément le FDPC qui se présente plutôt en libérateur. Gustave Nditao, porte-parole du FDPC. On a libéré 14 otages. Nous, on a libéré 14 otages. Il y a une force non identifiée qui progressait vers nous. On était partis en patrouille. On s'est approchés. 2 heures de combat acharné. À ce moment-là, on a vu des hommes enchaînés. Ils nous ont dit qu'ils étaient Camerounais. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient été arrêtés par un groupe affilié à Boko Haram, celui d'Aboubacar Sidiki, qui réclamait la libération de leur chef. Après les combats, on l'a libéré.
Restent dans cette région 3 otages centrafricains, le sous-préfet et le maire de Babwa, ainsi qu'un religieux, qui sont toujours retenus depuis 1 an par le FDPC ou par un autre groupe non identifié. Les recherches se poursuivent. 17 militaires ont perdu la vie, une trentaine d'autres ont été blessés hier lors de l'attaque de la caserne de Nampala dans le centre du Mali. Les autorités maliennes dénoncent une opération terroriste coordonnée. À la sortie d'un conseil de défense, le gouvernement a assuré que cette attaque ferait l'objet d'une réponse appropriée. Cet assaut a été revendiqué dans la soirée par la brigade Massina d'Ansardine, qui s'est exprimée par un communiqué. Plus tôt dans la journée, un nouveau groupe armé Peul avait lui aussi indiqué être à l'origine de cette attaque. La Corée du Nord pourrait perdre des alliés sur le continent africain. Hier, Pyongyang a mené 3 nouveaux tirs d'essai de missiles balistiques. Mais depuis plusieurs mois maintenant, les sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord ont été renforcées. Aucune coopération militaire avec le régime de Kim Jong-un n'est tolérée, alors même que des pays comme l'Ouganda et l'Éthiopie entretiennent depuis plusieurs années maintenant une coopération avec Pyongyang. Michel Arsenault. Pour conquérir l'Afrique, la Corée du Nord n'a tiré aucun missile. Il lui a suffi d'envoyer ses entreprises. Mais les Nations Unies ont durci leurs sanctions contre Pyongyang après son 4e essai nucléaire en janvier. Elles interdisent désormais toute coopération militaire avec la Corée du Nord. Un certain nombre de pays africains sont dès lors dans le collimateur des experts de l'ONU, dont l'Éthiopie et l'Ouganda. Addis Abeba fait valoir qu'en matière d'armement, son fournisseur nord-coréen lui fait les meilleurs prix. Il lui donnerait même accès à des technologies de pointe que d'autres ne veulent pas lui céder. Dans ce domaine, la Corée du Sud, éternelle rivale de Pyongyang, pourrait prendre le relais, selon des observateurs. La coopération militaire entre Pyongyang et l'Ouganda a elle aussi longtemps été bonne. Kampala dit avoir l'intention de continuer à acheter des armes non létales à la Corée du Nord. Mais en mai, le président Museveni a signé un pacte de défense avec la Corée du Sud pour, selon le ministère ougandais des Affaires étrangères, combler le vide laissé par Pyongyang. 17 morts dans des affrontements en Somalie dimanche, de violents heurts entre le contingent éthiopien de l'AMISOM et des combattants Shebab. Plusieurs civils ont été tués au cours de cette attaque. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet assaut. Par ailleurs, les forces de sécurité kenyanes épinglées par un rapport de Human Rights Watch, l'ONG dénonce des enlèvements et des exécutions extrajudiciaires dans le nord-est du pays au cours d'opérations qui visaient des personnes ayant des liens présumés avec les extrémistes islamistes. Selon le patron de l'ONG, je cite, « Les habitants du nord-est du Kenya méritent d'être protégés contre les attaques des Shebab, pas de subir de mauvais traitements de la part des autorités. » RFI. Revenons à présent sur le 27e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé lundi à Kigali, une réunion en marge de laquelle le Maroc a fait part de sa volonté de réintégrer l'institution continentale 32 ans après son départ au moment de l'intégration de la République arabe sahraoui démocratique. Et justement, ce week-end, une motion soutenue par 28 États et demandant la suspension de la RASD a été adressée à Idriss Déby, le président tchadien, qui est l'actuel président en exercice de l'UA. Le texte en question a été signé par plusieurs poids lourds du continent, c'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou encore la RDC. Alors va-t-on vers une suspension de la République arabe sahraoui démocratique ? Eh bien, Léonard Vincent, si le processus va au bout, il sera long et complexe. Pour exclure un État membre, l'acte constitutif de l'Union africaine a prévu 2 moyens et 2 moyens seulement. Le premier est indiqué dans son article 30. Il stipule que, je cite, « Les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. Sont visés bien sûr les auteurs de coups d'État. » Le second est décrit dans l'article 31. Il s'agit des modalités pour un État de quitter volontairement l'UA. Mais il reste une troisième manière, plus détournée. Il faut modifier le texte fondateur. Selon son article 32, tout État peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision de celui-ci. La Conférence de l'Union, l'organe suprême de l'UA, dispose alors d'1 an pour les examiner. Et c'est cette conférence des chefs d'État qui a le pouvoir de les adopter soit par consensus, soit à la majorité des 2/3, c'est-à-dire 36 États, 8 États de plus que les signataires de la motion de Kigali. Enfin, une dernière étape doit être franchie, en rassemblant là aussi une majorité des 2/3, la ratification par l'ensemble des États membres, avec une précision d'importance. Cette ratification doit être faite, je cite,
conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Une croissance à la baisse pour l'Afrique subsaharienne en 2016, c'est en tout cas l'avis du Fonds monétaire international qui estime que la croissance de la région devrait atteindre 1,6%, soit 3 points de moins que l'an dernier. Une baisse notamment symbolisée par le recul du Nigeria et de l'Afrique du Sud, mais surtout par la chute des prix des matières premières et notamment du pétrole. Abla Jounaidi. Derrière cette baisse générale de la prévision de croissance pour l'Afrique subsaharienne, il y a le recul de deux de ces géants. Le Nigeria, première économie d'Afrique, premier exportateur de pétrole, qui tire 90% de ses recettes de l'or noir, est frappé de plein fouet par la baisse persistante du cours du baril. Il plonge dans la récession avec une croissance qui se contracte de 1,8%, un plus bas historique en près de 30 ans. Les pénuries de devises provoquées par la baisse des recettes pétrolières, la faible production d'énergie électrique entament de plus la confiance des investisseurs, prévient le FMI. Du côté de l'Afrique du Sud, on évite de peu la contraction avec une croissance attendue de plus 0,1% en 2016. Mais plus que les chiffres, ce sont les conséquences dramatiques pour les populations qui inquiètent. En 2016, s'alarme le FMI, la croissance économique régionale sera moins importante que celle de la population, avec les conséquences pour les revenus par habitant, des revenus qui déjà ne dépassent pas 1,90$ par jour pour 43% de la population régionale. Le procès de Simone Gbagbo a repris hier à Abidjan. Les audiences avaient été suspendues 2 semaines à cause d'un malaise de l'ancienne première dame jugée pour crime contre l'humanité. Et pour cette journée de reprise, un ancien milicien pro-Gbagbo était entendu. Il a notamment précisé avoir été en charge de la répression et financé par l'ancienne première dame. Compte rendu d'audience de cette journée d'hier, Anna Sylvestre. Pâle et amaigrie mais souriante, Simone Gbagbo n'a pas réagi face aux accusations du témoin. Jamais, pourtant, elle n'avait ainsi été mise en cause. À la barre, l'homme, grand, musclé, arrive menotté. Moïse Metch était un des responsables du GPP, une milice de la galaxie patriotique pro-Gbagbo. Il raconte qu'en détention, il fait des insomnies. Il pense trop, dit-il, à ce qu'il a vécu. Et il revient sur la disparition en 2004 du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer. Mon chef m'a dit que Simone Gbagbo avait commandité son enlèvement. Le corps de Kiefer a été brûlé sous ses ordres, assure-t-il, laissant la salle stupéfaite. Quelques instants plus tard, il affirme que c'est lui qui a été chargé de jeter le corps de l'homme d'affaires Yves Lamblin depuis un pont d'Abidjan en 2011. Nous étions chargés de la répression, nous étions financés par Simone Gbagbo, répète-t-il. Simone Gbagbo vous a-t-elle payé en main propre, demande alors la défense. Non, répond-il, mais mes chefs m'ont dit que cela venait de la vieille mère, c'est ainsi qu'on l'a surnommée. L'avez-vous déjà rencontrée ? Non. Ce mercredi, Moïse Metch va continuer à faire face aux questions de la défense. Anna Sylvestre, Abidjan, RFI. Et direction à présent Madagascar qui souhaite développer ses exportations de produits de la mer. Les ressources naturelles de la grande île dans ce secteur sont importantes, mais l'enjeu est de taille. Il s'agit de renforcer les contrôles sanitaires sur ces produits afin de respecter les normes internationales. Un atelier à ce sujet est organisé à Madagascar avec l'objectif de sensibiliser et de responsabiliser le secteur. Jeanne Richard. Chaque année, Madagascar exporte 22 000 tonnes de produits halieutiques, ce qui rapporte plus de 110 millions d'euros. Un secteur à fort potentiel de croissance avec le développement de l'aquaculture, à condition de bien surveiller la filière. André Rakout-Mamounz, directeur de l'autorité sanitaire halieutique. L'objectif de l'atelier, c'est de mettre en place une stratégie nationale pour la surveillance des maladies en aquaculture. Anticiper ces maladies qui pourraient d'un jour à l'autre arriver à Madagascar. Il s'agit de prévention car le pays est relativement épargné. Pour l'instant, en ce qui concerne les poissons, il n'y a pas de maladie à impact économique grave. Par contre, en ce qui concerne les crustacés, donc il y a déjà le white spot qui est présent à Madagascar. La maladie du white spot, le point blanc chez les crevettes, a servi d'avertissement aux autorités. Sur les 4 établissements d'aquaculture qui ont été en activité, il n'en reste plus que 2 qui fonctionnent normalement à cause de la maladie. Il va donc falloir contrôler les importations pour éviter l'arrivée de maladies, mais aussi contrôler les conditions d'élevage, température, nourriture ou éventuelle pollution. Un programme qui doit s'étaler sur 3 ans. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Il est 6h44 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Alexis Guilleux. Merci de choisir la radio du monde pour vous réveiller. À suivre dans Afrique Matin, la revue de presse des journaux africains. Frédéric Couteau sera avec nous. Nous reviendrons sur l'attaque du camp de Nampala au Mali. Mais avant cela, notre invité.
Comment remettre le Soudan du Sud sur la voie de la paix? La question s'est posée ce week-end à Kigali pour le 27e sommet de l'Union africaine. L'UA propose notamment l'envoi d'une force continentale pour épauler et pour renforcer la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Pour le sous-secrétaire général des Nations Unies, la communauté internationale doit multiplier les pressions sur les deux protagonistes au Soudan du Sud, c'est-à-dire Salva Kiir, le président, et Riek Machar, le vice-président et ancien chef rebelle. Le sous-secrétaire El Ghassim affirme également envisager des sanctions individuelles. Celui qui est l'adjoint d'Hervé Latsous à la tête de l'ensemble des casques bleus de la planète estime qu'il faut notamment renforcer le mandat des 12 000 casques bleus présents au Soudan du Sud. El Ghassim répond ce matin aux questions de notre envoyé spécial à Kigali, Christophe Boisbouvier. El Ghassim, bonjour. Bonjour. Il y a actuellement 12 000 casques bleus sous votre autorité au Soudan du Sud, mais est-ce que leur mandat n'est pas inadapté? Le mandat, évidemment, est fixé en fonction des circonstances du moment et pour qu'on puisse aboutir à l'objectif recherché, le mandat peut toujours être ajusté. Le Conseil de sécurité le fait de temps à autre. Mais je crois que la difficulté principale à laquelle nous sommes confrontés ici, je veux dire au Soudan du Sud, est liée en réalité au degré d'engagement des partis en faveur de la mise en œuvre de l'accord. Et c'est cet engagement politique insuffisant, la violation des engagements pris, qui explique, hélas, les souffrances indicibles auxquelles les populations sud-soudanaises sont confrontées. Vous dites qu'il y a un manque d'engagement de la part des deux protagonistes, mais est-ce que la communauté internationale n'a pas commis une erreur au mois d'août dernier en leur imposant une cohabitation forcée avec leurs troupes côte à côte dans la capitale Juba? Mais il n'y a jamais d'accord parfait et il avait fallu trouver une solution. Et en particulier, il fallait répondre aux préoccupations du premier vice-président en ce qui concerne sa sécurité. Riek Machar. Mais je pense que ce qui a fait défaut, encore une fois, c'est le manque d'engagement des partis. Surtout, je pense qu'il faudrait que la communauté internationale exerce les pressions requises pour que ces deux parties respectent les engagements qu'elles ont pris. Il y a 10 jours, plusieurs dizaines de gardes de Riek Machar ont été abattus sans sommation par les forces de Salva Kiir à Juba. Est-ce que le peu de confiance qui avait été rétabli entre les deux parties au mois de mai dernier n'est pas définitivement rompu? Je ne sais pas s'il est définitivement rompu, mais soyons honnêtes, il est sérieusement atteint. Et toute la difficulté maintenant est de rétablir des conditions minimales qui permettent au gouvernement d'Union nationale de transition de travailler. Et c'est ça à quoi nous nous employons en tant que Nations Unies. La tâche n'est pas facile et c'est pour cela qu'il importe que la communauté internationale exerce des pressions. Et comme vous le savez, le secrétaire général a proposé au Conseil de sécurité non seulement un embargo sur les armes, mais également des sanctions individuelles ainsi que le renforcement de la mission des Nations Unies sur le terrain pour lui permettre de s'acquitter plus efficacement des tâches qui lui ont été assignées au Soudan du Sud. Ça fait plus d'un an que Ban Ki-moon réclame auprès du Conseil de sécurité cet embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud, mais il n'y arrive pas. Mais comme vous le savez, le secrétariat propose, la décision de prendre l'embargo est prise par le Conseil de sécurité, mais évidemment le secrétaire général, en particulier à la lumière des combats qui ont affligé Cuba, a remis l'idée sur la table. Mais évidemment, les discussions vont se poursuivre et on verra bien ce qu'elles vont donner. Vous parlez de la responsabilité des deux protagonistes. Depuis décembre 2013, cette guerre civile a provoqué la mort d'au moins 50 000 personnes dans une cruauté indicible. Est-ce qu'un jour, Salva Kiir et Riek Machar rendront des comptes devant la justice? Une chose est claire, c'est que les crimes qui ont été commis sont des crimes absolument indicibles et je pense qu'ils ont été documentés à travers plusieurs missions d'enquête mandatées par différentes organisations. Et c'est pour cela que l'accord qui a été signé, l'accord du mois d'août 2015, prévoit la mise en place d'une cour hybride. Responsabilité qui a été confiée à l'Union africaine et les Nations Unies ont indiqué à l'Union africaine leur disponibilité, leur engagement à aider à l'opérationnalisation rapide de cette cour. Il est crucial qu'elle soit en place et qu'elle accomplisse le mandat qui lui a été assigné. Alors, venons-en maintenant à ce que peuvent faire les Nations Unies et notamment les 12 000 casques bleus qui sont sur place. Comment faut-il renforcer leur mandat? Le secrétaire général a proposé évidemment le renforcement des effectifs et des moyens de la mission. Il faudrait que nous puissions mieux protéger les populations civiles, il faudrait que nous puissions créer les conditions de l'acheminement de l'aide humanitaire, mais il faudrait tout simplement créer les conditions de sécurité et les conditions de tranquillité minimale à la mise en œuvre de l'accord. Et comme vous le savez également, l'IGAD s'est réuni avant-hier du mois et a formulé un certain nombre de propositions en vue du renforcement de la mission des Nations Unies et a également marqué son appui aux propositions qui ont été faites par le secrétaire général. Comme vous le savez, 12 000 hommes dans un pays aussi grand que le Soudan du Sud, où les foyers de tension et de conflit sont nombreux, évidemment, ce chiffre n'est pas adéquat au regard des défis actuels. On parle justement
justement de renforts de soldats africains venus de la sous-région. Est-ce que vous confirmez? Oui, l'IGAD a demandé le déploiement d'une force de protection régionale au sein de la MINUS et évidemment cette requête sera examinée avec l'urgence requise et le Conseil de sécurité aura à prendre les décisions requises. Et ce serait une force africaine autonome au sein de la MINUS, la force des Nations Unies? Je ne peux vous dire comment je peux simplement parler de la requête faite par l'IGAD. Évidemment, il appartiendra aux instances compétentes de prendre la décision requise conformément aux règles des Nations Unies. Salva Kiir et Riek Machar ne sont pas venus à Kigali pendant ce sommet. C'est quand même eux les premiers concernés. Leur absence, est-ce que ce n'est pas mauvais signe? Ils sont absents, mais cela n'empêche. Les contacts sont maintenus autant que faire se peut. Et la volonté des Nations Unies et d'autres membres de la communauté internationale de pousser à la mise en œuvre scrupuleuse de l'accord, cette volonté-là est inébranlable. Depuis que ces gardes ont été tués et que sa résidence a été détruite il y a 10 jours, Riek Machar est introuvable. Est-ce que vous avez pu lui parler? Je voudrais simplement dire oui, que les Nations Unies ont pu entrer en contact avec lui. D'autres membres de la communauté internationale, notamment le président du GIEMEC, l'ancien président Morai du Botswana, le président Konaré, qui est le haut représentant de l'Union africaine, ont également pu lui parler. Et vous-même? Moi-même, non. Il est sain et sauf, mais sans pouvoir circuler, en fait, c'est ça? Enfin, je ne peux m'en remettre qu'à ce qu'ont dit ceux qui lui ont parlé. L'idéal serait qu'il puisse revenir à Juba aussi rapidement que possible pour que le processus de mise en œuvre de l'accord reprenne. Elga Simoine, merci. Elga Simoine interrogée ce matin par Christophe Boisbouvier. Alexis Guilleux. Les grands titres de l'actualité internationale. Aux États-Unis, Donald Trump a été officiellement investi candidat du Parti républicain pour la prochaine élection présidentielle. Il a décroché l'investiture cette nuit à Cleveland où se tient la convention républicaine lors d'une séance parfois houleuse. Après l'attentat du 14 juillet à Nice, dans le sud de la France, les députés français votent la prolongation de l'état d'urgence pour 6 mois. Aujourd'hui, ce sont les sénateurs qui doivent se pencher sur le texte. Concernant l'enquête, 5 personnes sont toujours en garde à vue, tandis que toutes les 84 victimes ont désormais été identifiées. Près de la moitié sont étrangères venant de 19 pays différents. En Allemagne, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque à la hache et au couteau avant-hier dans un train régional. Il y a 5 blessés, dont 2 graves. Et puis la Turquie et le président Recep Tayyip Erdogan qui est de retour à Ankara, la capitale, après la tentative de coup d'État de la fin de semaine dernière. Il doit présider un conseil de sécurité alors que les purges continuent. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Alexis, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse des journaux africains, l'attaque de la base de Nampala au Mali. Au moins 17 morts, 35 blessés et des disparus. C'est le dernier bilan donné par la presse malienne après l'attaque hier matin du camp militaire de Nampala dans le centre du pays. Le quotidien Le Matin raconte l'assaut. Les assaillants, lourdement armés, à bord d'une quarantaine de véhicules, ont ouvert le feu sur le camp. Après des tirs d'armes lourdes, ils en ont pris le contrôle. Force est de reconnaître, pointe le quotidien malien, que ces hommes armés non identifiés à bord de véhicules équipés avaient très bien préparé et organisé leur attaque. Le camp a été mis à sac et incendié. Dans leur repli, les assaillants ont emmené des otages militaires, emporté également véhicules et matériel appartenant à l'armée. Plusieurs soldats des forces armées maliennes ont pris la poudre d'escampette lors de l'attaque, se disant surpris par l'ennemi. L'attaque a été revendiquée par la brigade Massinade en Sardine, affiliée à AQMI et dirigée par Liad Arali. Mais quelques heures auparavant, un autre groupe armé avait lui aussi affirmé auprès de l'AFP être l'auteur de cette attaque. Et c'est sur ce premier groupe que la presse malienne s'attarde. Oui, il s'agit de l'ASIPRJ, l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice au Mali. Un groupe créé récemment, en juin dernier. Son chef politique est un certain Sidi Bakaye Cissé, précise l'indicateur du Renouveau. C'est un jeune expert en finance, âgé d'une trentaine d'années. Il est natif de Niafounké, dans la région de Tombouctou, au centre du Mali. Dans une interview qu'il avait récemment accordée à la presse malienne, Sidi Bakaye Cissé était sans nuance. En s'adressant aux autorités maliennes, nous voulons, disait-il, que justice soit faite, que les coupables de toutes les exactions génocidaires ainsi que les tortures de 2012 à 2016 sur les paisibles populations peules dans le delta central du Mali soient jugés. Pour le républicain, le mode opératoire des assaillants ne laisse aucun doute sur l'orientation djihadiste du nouveau mouvement. Oui, un mouvement qui dit agir seulement contre l'armée malienne, accusée d'excès contre les peuls du delta central, en égorgeant des soldats toutefois et en plantant un drapeau noir sur les lieux. Les auteurs de cette
cette attaque s'inscrive dans une logique de guerre ouverte. De toute évidence, poursuit le quotidien bamakois, ce nouveau front est un nouveau test de crédibilité du dispositif de lutte contre le terrorisme au Mali. L'armée malienne n'a pas su réagir à temps, en mettant à profit tous les moyens de surveillance dont elle dispose. Pendant près de 3 heures d'horloge, les terroristes ont pu pilonner le camp et disparaître sans que l'aviation ne puisse survoler l'endroit. Cette attaque, poursuit le Républicain, pose donc le problème de manque d'anticipation et de coordination des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme. C'est tous les acteurs de la stabilisation du Mali qui viennent d'être bravés par ce nouveau mouvement qui risque de faire des émules dans le centre du Mali où foisonnent les groupes terroristes. Cette prise du camp militaire avec une facilité déconcertante est-elle symptomatique de l'état de déliquescence de l'armée malienne, s'interroge pour sa part l'observateur Palga au Burkina. Oui, difficile en effet de ne pas se poser cette question qui fâche quand on sait que le mouvement qui vient de mettre en déroute les FAMA, les forces armées maliennes, sur leurs propres installations, n'a été créé qu'en juin dernier, donc suite aux violences contre des Peuls. Si même une poignée de révoltés assoiffés de vengeance peut prendre le contrôle d'un camp militaire, il y a de quoi s'interroger, s'exclame l'observateur, sur la capacité opérationnelle de l'armée malienne dans tout son ensemble. Toujours est-il que Bamako devrait prendre toute la mesure du péril, estime de son côté le pays, toujours à Ouaga. En tout cas, les autorités maliennes auraient tort de négliger la sécurisation du centre du pays au profit du nord. Elles devraient désormais se rendre à l'évidence que la sécurisation de cette partie de son territoire est un impératif. Il urge donc de bander les muscles contre les ingénieurs du mal avant que le centre malien ne soit définitivement sous la coupe réglée de ces djihadistes. À ce rythme, conclut le pays, le président Ibrahim Boubacar Keïta risque bien de perdre le nord, au propre comme au figuré, et tout le reste du territoire malien. Merci Frédéric Couteau. La revue de presse des journaux africains à retrouver comme tous les jours sur notre site internet. C'est le www.rfi.fr. Une petite pause et on retrouve les sports. Retrouvez RFI sur Facebook, Twitter et Google+, pour être informé minute par minute de l'actualité mondiale et dialoguer avec vos journalistes et animateurs préférés. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Du football d'abord avec ce drôle d'imbroglio entre Paul Le Guen et l'équipe nationale du Nigeria. Un temps donné favori pour le poste de sélectionneur puis annoncé comme conseiller technique par la fédération elle-même, le Français ne rejoindra finalement pas les Super Eagles. Un rétro-pédalage confirmé par la FENIFOOT. Dans un communiqué, cette dernière explique que l'ancien entraîneur de Lyon et du PSG n'avait pas signé le contrat. Certaines clauses posaient problème, notamment celle précisant qu'il devait résider au Nigeria. Par ailleurs, l'ancien sélectionneur du Cameroun aurait exprimé des doutes sur la faisabilité de sa principale mission, qualifier les Super Eagles pour le Mondial 2018, mission désormais dévolue au seul Salissou Youssouf, nouveau sélectionneur. Toujours en football, quelques jours après sa terrible blessure au cours d'un match du championnat chinois, l'attaquant sénégalais Dembaba donne de ses nouvelles. Ça va bien, c'est la vie, ce sont les mots du joueur du Shanghai Shenhua, victime, on le rappelle, d'une fracture du tibia. Dembaba a également remercié les supporters pour leur soutien, mais n'a pas donné de précision sur la suite de sa carrière. Et puis pour clore le chapitre foot, sachez que l'international béninois Stéphane Sessegnon, libre de tout contrat après son départ de West Bromwich Albion, serait en discussion avec l'Olympique de Marseille. J-16 avant le début des Jeux Olympiques de Rio, le porte-drapeau de la délégation sénégalaise est désormais connu. Il s'agit d'une femme, la lutteuse Isabelle Sambou. 9 fois championne d'Afrique, médaillée aux Jeux africains, sacrée championne du monde de lutte de plage en 2009 et 5e des JO de Londres, Isabelle Sambou conduira la délégation sénégalaise composée de 25 athlètes. Pour le secrétaire général du comité olympique sénégalais, Sedina Diagne, c'est un choix évident. Isabelle, du point de vue sportif, elle a eu une carrière exceptionnelle. Parce que, comme vous le savez, Isabelle est 9 fois championne d'Afrique. 3 fois médaille d'or aux Jeux africains. Isabelle, championne du monde de beach wrestling. Isabelle est actuellement ambassadrice de la Fédération internationale de lutte. Elle était en concurrence cette année 2016 avec 4 athlètes de très haut niveau. Mais la Fédération internationale a bien voulu la choisir pour en faire son ambassadeur.
Donc, au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi au niveau comportemental. Parce que, comme je dis souvent, vous pouvez être un athlète d'exception, mais sur le plan comportemental, sur le plan de la vie de tous les jours, qu'on ait des choses en fait à vous reprocher. Mais Isabelle est irréprochable. C'est une athlète qui nous donne beaucoup de satisfaction sur beaucoup de plans. C'est Dina Diagne avec Babacar Fall. Merci Thomas de Saint-Léger. On rappelle le compte à rebours plus que 16 jours avant la cérémonie des Jeux Olympiques à Rio. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.